Bonjour tout le monde, donc comme l'indique le titre de cette vidéo, j'ai été invité à intervenir sur l'émission de Jean-Marc Morandini ce lundi 1er mai, à l'occasion des manifestations pour les retraites. Et ce qui est intéressant, c'est de faire un retour d'expérience là-dessus, voir les erreurs que j'ai identifiées de mon côté, qui pourraient peut-être servir à d'autres qui auront l'occasion de passer un jour ou l'autre. Bon, c'est un petit peu le but de cette vidéo, également d'apporter des arguments que j'ai pas eu le temps d'apporter qui pourront également servir, hein. L'idée c'est pas de passer dans son petit coin, c'est surtout d'apporter des arguments qui, à force d'être utilisés par les uns et les autres, vont faire un petit peu leur chemin voilà, dans l'inconscient des gens. Euh, donc je vous mettrai un extrait de l'émission à la fin de cette vidéo de façon que vous puissiez la regarder et pourquoi pas me faire des remarques sur des points que personnellement je n'aurais pas identifiés. Donc dans un premier temps, on va parler du fond. Vous avez peut-être même déjà remarqué, j'ai tendance un petit peu à parler comme on parle au Scrabble, c'est-à-dire en mélangeant les lettres, hein. Et en plus, j'ai beaucoup de W et de X dans mon jeu, donc ça fait beaucoup de points, mais ce que je dis n'est pas forcément très clair. Donc je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Le stress en plus sur le moment. Il y avait beau avoir ma femme à côté qui me disait articule, articule. Bon, ça paye au niveau l'élocution, je sais que je peux faire mieux, mais ça c'est une habitude. Après ça, Gaston Defer a été maire de Marseille en bafouillant toute sa vie, ça l'a pas empêché. Donc on a chacun ses faiblesses, on va faire avec. Pour la petite histoire, j'étais invité sur Morandini Live suite à l'article que j'ai publié sur les retraites il y a quelques semaines sur Agoravox. Donc je vous mettrai une capture d'écran à la fin pour que vous puissiez identifier cet article, commencer à le lire et si vous voulez le finir, allez le chercher directement sur le site d'Agoravox. Quelque part, ça m'a un petit peu piégé, puisque comme je pensais que j'aurais un peu plus de temps pour intervenir, que je serais interrogé sur cet article-là, et que déjà ça me ferait une trame pour mon intervention, et que j'aurais le temps de développer un petit peu tous les arguments. Donc là, je me suis piégé tout seul, hein. On croit ce qu'on a envie de croire, et en fin de compte, le format de l'émission, c'était pas ça, je n'avais que 3 minutes. Et donc quand je m'en suis rendu compte, il a fallu que je change mon fusil d'épaule assez rapidement. J'ai pas été aussi performant que j'aurais voulu l'être. Donc j'ai préféré donc sur le moment parler plutôt de démocratie puisqu'il y avait Jérôme Hernandez Rodriguez sur le plateau qui avait déjà commencé à appuyer sur ce sujet-là. Donc je ne suis pas allé plus loin. L'erreur que j'ai faite à ce niveau, c'est peut-être d'argumenter sur l'histoire du premier et du deuxième tour, et le deuxième tour qui était inutile. Ça m'a fait gaspiller du temps sur un point de détail. C'est pas un argument qui est très important et on est parti à débattre là-dessus et ça m'a privé de temps pour d'autres arguments. Notamment l'argument important que j'ai oublié par rapport à ce que je disais sur le mode de scrutin, c'est que de toute façon, on ne pouvait pas voter un an avant une réforme dont on ne connaissait pas le contenu définitif. En mars 2022, personne ne savait qu'est-ce qu'il y aurait dans la réforme à l'issue de la CMP, la commission mixte partagée. Il y avait encore des députés la veille de cette commission qui réservaient leur choix en fonction de ce qui serait décidé. Donc dire que nous aurions voté une réforme en avant sans savoir ce qu'il y avait dedans, c'est complètement illusoire. Moi, quelque part, si on me dit qu'on fait une réforme du travail, une vraie réforme du travail, avec un vrai partage du travail, où on travaillerait 4 jours par semaine, pourquoi pas 3 jours pour les métiers pénibles, avec des vrais emplois qui ont un sens, un vrai salaire, et où les gens qui veulent travailler plus travaillent plus, puissent travailler plus, et ceux qui veulent travailler moins puissent travailler moins également. Si on me dit que la contrepartie c'est de travailler jusqu'à 65, 66 ou 67 ans, je signe demain, il n'y a aucun souci. Par contre, le torchon que nous ont sorti, ça, c'est clair que je n'en veux pas. Une autre erreur également, tant que j'y pense, c'est que j'ai voulu être confortable sur mon ordinateur, donc j'ai travaillé ça avec la webcam. Et donc j'avais tendance à regarder les gens qui me parlaient plutôt que de regarder ma caméra. Et donc à l'image, ça donnait l'impression que je regardais ailleurs.
Donc peut-être que j'aurais dû prendre un téléphone, il y aurait eu moins d'écart entre la caméra et l'écran que je regardais, ça aurait peut-être été mieux. Voilà donc cette erreur sur la démocratie. Cette vidéo là, que je suis en train de réaliser, là aussi un but, c'est de me permettre de mesurer le temps que je mets pour exposer certains arguments. Euh, donc je vais profiter pour répondre à la question que m'a posée Jean-Marc Morandini, en quoi ça me dérangeait, ou qu'est-ce qui me dérangeait de travailler jusqu'à 64 ans. Mais en fin de compte, ce qui me dérange surtout, c'est que je ne sais pas si je vais travailler jusqu'à 64 ans, je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais travailler. Je travaille depuis 33 ans, quand j'ai commencé en 1990, l'âge de départ légal à la retraite, c'était 60 ans, avec 37 annuités et demi. Et ça n'a fait qu'augmenter depuis. Sur les 4 derniers quinquennats, à chaque fois, il y a une réforme de retraite ou une tentative de réforme de retraite qui avait, de toute façon, avait tout le même but, toute la même finalité, c'est de nous faire travailler plus vieux. Voilà, c'est bien, on a entendu des gens avec des trémolos dans la voix qui nous disaient qu'il fallait sauver le système par répartition. C'était très émouvant, là. Et d'ailleurs, ça m'a coûté un paquet de mouchoirs à m'essuyer les yeux tellement j'avais envie de pleurer. Mais il faut se rappeler que c'était pratiquement la même équipe qui, le quinquennat précédent, nous disait essayer de passer une réforme pour détruire le système par répartition, pour passer à un système par capitalisation. Donc ils nous prennent un petit peu pour des jambons. Donc effectivement, donc, comme je disais, je ne sais pas à quel âge je partirai à la retraite parce que quelle sera la réglementation dans 10 ans quand ce sera le moment que je parte. Sachant qu'il y a une réforme à chaque quinquennat, peut-être que voilà, je partirai normalement en 2030, voilà, j'aurai 63 ans pardon, en 2032. Donc d'ici là, on a un quinquennat fini, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va passer sur ce quinquennat-là. Donc ils viennent nous mettre la retraite à 64 ans, mais il y a aussi une loi qui va être présentée donc, le 8 juin qui sera là pour abroger cette réforme pour rester à 62 ans. Il y a demain le référendum d'initiative partagée qui sera décidé par le Conseil constitutionnel, qui sera validé ou pas par le Conseil constitutionnel, et qui peut encore changer la donne. Donc déjà, on ne sait pas quel sera l'âge légal de départ à la retraite à la fin de ce quinquennat. Donc savoir à quel âge je partirai à la retraite. Le quinquennat prochain, il y aura peut-être une personne qui va nous remettre une couche, passer à 65 et 67 ans pour que le quinquennat qui commencera en 2032, ça se trouve, j'aurai 63 ans, il y aura une alternance politique qui fera que on me dira, en fait, on change le départ de la retraite, tu aurais pu partir il y a 3 ou 4 ans. Voilà, ce qui me met un petit peu en ronde, c'est cette incertitude. Si nous, les citoyens, on veut faire un projet de vie, ça commence à devenir très compliqué, on ne connaît rien de notre avenir. C'est que ça peut changer, voilà, c'est tout. Suivant les caprices des uns et des autres, ça peut changer. La personne qui, à 45 ans, en 2009, a décidé de placer un capital pour son père pour sa retraite, en pensant le placer 15 ans, ben, elle se retrouve maintenant avec un capital qui est placé au moins 19 ans et ça peut encore changer d'ici qu'il arrive à ses 64 ou 65 ans. Alors que pourtant, quand on raisonne un investissement, le temps de blocage du capital, il est important dans le choix d'investissement réalisé. Donc tout ça, c'est des choses qui nous bloquent dans nos projets de vie. Est-ce que ce que j'ai envie de faire, j'attends d'être à la retraite pour le faire, ou est-ce qu'elle arrivera jamais, est-ce qu'il faut que je le fasse maintenant? Donc ça fait partie des choses qui m'énervent un petit peu, qui m'exaspèrent un petit peu. Et deuxième point sur cette réforme de retraite, comme ça a été dit en début d'émission, enfin de mon passage sur l'émission, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, ça fait 33 ans que je travaille beaucoup, je suis en sureffectif. La plupart du temps parce que soit mes employeurs ne veulent pas recruter, soit tout simplement ils n'y parviennent pas. C'est ce qui m'est arrivé l'an dernier, mon collègue est parti pour notre projet de vie, je me suis retrouvé tout seul, on n'a pas réussi à recruter alors qu'il y a des millions de chômeurs. J'étais obligé de travailler 6 jours par semaine pendant 6 mois, j'ai fait 3 mois d'heures supplémentaires en 6 mois. Juillet et août faisant en plus 4 soirées par semaine. Et je ne suis pas un cas isolé. Il y a une information que je n'avais pas hier, c'est que en fait en France il y a beaucoup de gros bosseurs. On est au deuxième rang européen derrière la Grèce. Des gens qui travaillent en proportion des gens qui travaillent le plus, qui travaillent plus de 49 heures.
Et d'ailleurs, à l'opposé, on est aussi on est mal classé dans le classement des gens qui travaillent beaucoup. C'est-à-dire qu'on est en moyenne, je crois qu'on est qu'à 600 heures par an par actif, grosso modo. Donc on est en moyenne mauvais sur le temps de travail, mauvais, ça c'est une façon de voir les choses, on en reparlera tout à l'heure. Alors que d'autre côté, on a énormément de gens qui travaillent beaucoup. Donc ce qu'on peut en déduire de ces deux informations, c'est que en fait il y a un gros écart, on doit être certainement les champions du monde en termes d'inégalité, sur les champions d'Europe en tout cas, sur le temps de travail. Il y a des gens qui travaillent énormément, ceux qui travaillent le plus en Europe sont chez nous, et il y en a d'autres qui travaillent très peu, voire pas du tout. Et c'est aussi ce qui est donc catastrophique dans cette réforme des retraites, c'est qu'elle cible elle demande de travailler 2 ans le plus, mais justement aux gens qui travaillent, et pas ceux qui ne travaillent pas, qui pour beaucoup voudraient travailler, être en emploi. Si on leur proposait un emploi digne, bien payé, avec un sens, ils seraient prêts à travailler. Je ne suis pas du genre à dire qu'il faut mettre ces feignants de chômeurs au travail, c'est vraiment pas ma façon de penser. Je pense surtout qu'il faut partager le travail, donner un sens au travail, et commencer logiquement par demander à travailler plus, mais ceux qui travaillent le moins. Je ne vois pas d'autres structures sociales où on se on se dit quand il faut travailler plus, on va demander si on a déjà du boulot, alors qu'il y en a d'autres à côté qui pourraient faire le taf supplémentaire. J'en suis où? On va y arriver. Eh ben, je me perds un petit peu, c'est pas grave. Voilà, effectivement, commencer par mieux répartir le travail. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'en France, il y a matière à travailler plus, notamment pour remettre à niveau les services publics que ces gens-là ont dépouillé au fil des quinquennats, et relocaliser des entreprises françaises qui ont choisi d'aller travailler, d'aller produire à l'étranger des produits que de toute façon elles vendent en France, mais tout ça pour échapper à leur devoir de solidarité et de cotisation pour financer notre modèle social. Donc c'est bien, maintenant on leur propose de revenir en disant ne vous inquiétez pas les gars, vous ne payerez plus les cotisations, on les a supprimées, et en fin de compte on nous dit ah mais comme il n'y a plus de recettes, il faut travailler plus. Non, pas ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillez déjà beaucoup, vous devez travailler plus. Donc c'est génial, on va travailler plus parce qu'on ne cotise plus assez, mais comme on n'est pas capable de faire travailler les seniors, on va inventer un contrat, un CDI senior qui sera totalement ou partiellement désocialisé. C'est-à-dire qu'on va travailler plus pour cotiser plus, mais sans cotiser. Pour avoir des idées comme ça, il faut vraiment avoir des études. Ce sont des champions du monde. Avoir fait des études, pardon. Donc ce sont des champions du monde. Autre argument, donc là je parle un petit peu de l'étranger que j'ai pas utilisé dans l'article, donc je vais le mettre maintenant. Je vais pas détailler ici tous les arguments que je pourrais détailler, c'est pas le but. En fait, dans l'émission, j'aurais utilisé les uns ou les autres en fonction des questions auxquelles je m'attendais à ce qu'on me pose. C'est pourquoi ne refuser de travailler jusqu'à 64 ans alors que les autres pays sont à 67. Alors une des forces de l'humanité, c'est justement d'avoir réussi à déléguer le travail à des machines. Entre-temps, on est passé en déléguant le travail à des animaux, c'était quand même moins sympa pour ces pauvres bêtes. Donc la réduction du temps de travail, c'est quelque chose qui est dans le cours du temps. Donc peut-être que certains observateurs à l'étranger qui travaillent jusqu'à 67 ans se disent mais les Français ils sont qu'à 62, ils veulent pas aller à 64, alors que c'est encore moins que nous. Mais il y a aussi des observateurs à l'étranger qui nous considèrent comme les champions du modèle social et qui nous considèrent comme les précurseurs de la réduction du temps de travail. Donc quelque part on est les champions, on est les premiers de la course. Et on nous dit que en fait non, t'es premier de la course, mais il faut ralentir, voire même faire demi-tour. Donc quand on est premier d'une course, on fait tout pour le rester. Donc restons les précurseurs de la réduction du temps de travail, si tant est qu'elle existe, puisque je me suis amusé à faire le calcul, vous le trouverez dans l'article. Quand j'ai commencé à travailler, le temps de travail légal sur une vie était de 67 000 heures. Il est passé avec 42 annuités et demie en 35 heures à 68 400 ou 68 300, et avec cette réforme, dans un 6 mois de travail en plus, on va arriver à 69 000. Donc une augmentation du temps de travail légal sur une vie de 2000 heures. Donc quand on nous parle de réduction du temps de travail, ça serait bien qu'on essaye de voir si effectivement ça marche ou pas.
Donc je vais pas donc trop m'attarder là-dessus. Un quart d'heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Donc comme je vous ai dit, en fin de vidéo, je vais vous mettre l'extrait de l'émission d'hier et une capture d'écran de l'article, ça vous permettra de commencer à le découvrir. Donc c'est un article sympa, effectivement j'ai que 3 minutes, je me suis fait un petit peu piéger, mais comme je dis, c'est ma faute. Et pour le reste, ben, on continue, on lâche rien, on essaie chacun avec ses armes, de se battre contre cette réforme de retraite et contre beaucoup d'autres sujets. Si un point important que j'ai oublié, c'est que j'aurais pu argumenter également, c'est voilà, j'ai dit, je suis parti sur le qui travaille, travaille. Si on doit travailler plus, qui doit travailler plus. Pour moi, logiquement, c'est ceux qui travaillent le moins, qui doivent faire un effort supplémentaire. Également, on pourrait parler du camp. Déjà, pourquoi entre 62 et 64 ans, si je dois travailler plus, ben, j'aime autant le faire maintenant. Rien que le temps de trajet, ça me coûterait 5000 euros voilà, travailler 2 ans de plus, ça me coûterait 5000 euros en frais de transport. Donc autant économiser ces 5000 euros de frais de transport et puis travailler plus maintenant. Ou pourquoi pas les mettre en cotisation, c'est un sujet qui est rarement abordé. Vous le verrez dans l'article, moi j'ai calculé que si on travaillait 5% de plus, enfin si on cotisait 5% de plus, c'est-à-dire ce qui correspond à 2 ans de plus sur 42 ans, ça fait à peu près 5%, ça me coûterait 28 euros par mois. Uniquement sans positionner sur les cotisations salariales. Également, c'est intéressant de savoir combien on cotise. Ça, c'est facile à voir, il suffit d'aller voir son bulletin de salaire, il y a 8 postes, il y a 4 lignes et 2 colonnes, une colonne salariale, une colonne patronale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les 4 lignes, il y a la ligne pour la sécurité sociale déplafonnée, c'est-à-dire les salaires qui sont au-dessus de 3666 euros, qui ne cotisent plus que 0,4%, alors que ceux qui sont en dessous de 3666 euros du plafond de sécurité sociale cotisent 6,9% plus 0,4%, c'est-à-dire 7,3%. Donc, si on le traduit en chiffres, quelqu'un qui gagne 10 000 euros en 5 mois, c'est à peu près mon cas, va cotiser 730 euros. Quelqu'un qui gagne 5 fois plus, c'est-à-dire 10 000 euros en un seul mois, ne cotisera plus que 293 euros. Donc, c'est-à-dire plus de 2 fois moins. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose à faire au niveau de l'égalité sur les cotisations. Peut-être cotiser un petit peu plus les gros salaires. Voilà. Augmenter de 0,1% cette cotisation sur cette ligne-là, ça rapporterait 800 millions d'euros. Et à la personne qui gagne 10 000 euros, ça lui coûterait que 100 euros par mois. Parce qu'à la personne qui gagne 10 000 euros par mois, ça coûterait que 100 euros. Ça ne paraît pas être un effort insurmontable. Donc voilà, il y a d'autres pistes qui pourraient être évoquées, mais évidemment, leur obsession étant qu'on travaille plus et surtout plus vieux, ça ne peut pas leur venir à l'esprit. Voilà, donc je termine pour de vrai ce coup-ci, donc on ne lâche rien, et puis merci de m'avoir écouté, et, n'hésitez pas à me dire si vous avez remarqué d'autres erreurs sur cette vidéo, que je puisse m'améliorer la prochaine fois, ou si j'ai l'opportunité de repasser, j'espère. Hein. On a eu des bons contacts avec l'équipe de CNews, donc je pense que ça peut se refaire, et qui pourront servir à quelqu'un d'autre. Allez, je vous laisse et je vais donc coller la vidéo de l'émission. Parole aux Français, comme on va le faire tout au long de cette journée. Christophe, bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez 54 ans, vous avez eu plusieurs métiers avec beaucoup de pénibilité. Vous les comprenez, tous ces gens qui sont dans la rue, vous allez manifester? En tout cas, vous les soutenez, ces manifestants? Oui, je les soutiens tout à fait. Si je n'avais pas été avec vous, j'aurais essayé d'être avec eux. Donc déjà, je vous remercie de me recevoir. Effectivement, j'ai 54 ans, ça fait 33 ans que je bosse beaucoup. Je précise que je ne suis ni encarté ni syndiqué. Pour moi, cette histoire de droite et de gauche, c'est du pipeau. Excusez-moi l'expression. Je n'avais pas trouvé une autre sur le moment. Moi, au niveau politique, sur le plan économique, c'est la gauche qui me parle le plus. Sur le plan sécuritaire, c'est plutôt la droite. Malheureusement, quand je vais voter, j'ai qu'un bulletin de vote et je ne peux pas le couper en deux pour pouvoir exprimer tout ce que je voudrais exprimer. Je peux vous demander pour qui vous avez voté aux dernières élections? J'ai voté blanc.
D'accord. Justement, je ne veux pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse se targuer d'avoir eu ma voix, qui lui donne l'autorisation d'appliquer son projet. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode? Qu'est-ce que vous pensez de la méthode d'Emmanuel Macron, la méthode de ce gouvernement? Alors, donc moi, je ne pense pas que j'aurai le temps d'approfondir sur la démocratie aujourd'hui, mais bon, j'ai entendu dire tout à l'heure que M. Macron avait été élu sur un projet. Alors, il faut arrêter avec cet argument-là, parce qu'en fait de compte, le mode de scrutin actuel n'est pas fait pour ça. Alors, vous avez dû remarquer que ce n'était pas un QCM sur lequel on pouvait cocher je suis d'accord ou pas d'accord avec cette proposition ou telle autre. C'est uniquement un mode de scrutin uninominal à 2 tours, alors qu'un tour suffirait, je ne vois pas l'intérêt d'en faire un deuxième, pour désigner un représentant, quelqu'un qui va mener la nation, qui va organiser la démocratie de la nation. Vous savez ce qu'on dit, hein, on dit au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Et alors, oui, on ne peut pas changer les choses. Choisissons, on dit rien directement dès le premier. Vous qu'est-ce qui vous gêne en fait aujourd'hui? C'est de travailler jusqu'à 64 ans qui vous gêne? Vous dites c'est trop, 2 ans de plus c'est trop, ou alors c'est plus globalement, parce que vous dites que vous seriez avec les manifestants si vous n'étiez pas avec nous, et merci d'être avec nous, mais ce qui vous dérange c'est quoi? C'est juste le problème des retraites, ou c'est plus globalement les problèmes de fin de mois, les problèmes de hausse des prix dans les magasins? C'est tout ça qui vous gêne? C'est finir très rapidement sur ce que vous avez commencé sur la démocratie. Donc si on regarde le projet Macron de repousser la retraite à 65 ans, Valérie Pécresse avait le même, elle a pris la plus grosse rouste que les Républicains ont pris de toute leur existence. Donc ça prouve bien que le mode de scrutin actuel, il n'est pas fait pour évaluer une adhésion à un projet ou à un autre. Je ne suis pas sûr que Valérie Pécresse ait pris une rouste juste à cause des 65 ans. Hein. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'autres choses. On a des résultats différents et dans les projets, il n'y a pas qu'une proposition. Il y a l'Europe, il y a l'écologie, il y a le nucléaire, etc., etc. Donc si on essaye de croiser les résultats et d'essayer de tirer un enseignement sur ce que veulent les Français par rapport à ce qu'il y a dans les projets, on ne va pas y arriver. Ça serait vraiment une usine à gaz. Merci beaucoup Christophe, merci d'avoir été avec nous. On va prendre d'autres Français dans un instant pour essayer de comprendre comment les choses se passent.